Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Alors, bonjour, merci d'écouter ce nouvel épisode de notre podcast Never Stop Learning. Merci à tous nos auditeurs. J'ai le plaisir d'accueillir Artem Ismailov, qui est le responsable Learning et Développement pour le groupe SEB. Bonjour Artem. Bonjour Gérard. Nous allons parler dans ce podcast du futur de la formation digitale. Alors, avant d'aborder tous ces thèmes, parce qu'il y en aura beaucoup à aborder au cours de ce podcast, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Comment on devient responsable learning et développement d'un groupe d'une telle envergure? Merci beaucoup Gérard pour cette présentation. J'aimerais juste, avant de me présenter, peut-être saluer cette initiative que tu as démarrée avec ces podcasts. En tout cas, je suis l'auditeur, comme bien d'autres, effectivement, des épisodes précédents et que j'ai trouvé effectivement très passionnant et très intéressant. Et puis pour Merci. de rien, ben c'est d'une chose faite. C'est Maintenant, gentil. pour me présenter, j'imagine que nos auditeurs ont déjà compris quand tu as prononcé mon nom et je pense qu'ils en déduisent en m'écoutant avec le petit accent que j'ai en français. On va essayer de faire un tout petit peu de pédagogie aussi pour libérer la charge mentale de nos auditeurs qui ne se concentrent plus sur mon accent ou sur les quelques fautes des expressions en français que je pourrais avoir. Je vais commencer par présenter peut-être mes origines. Je viens du Kirghizistan, c'est un petit pays en Asie centrale. J'imagine effectivement certains d'entre vous, quand vous êtes sur les téléphones portables, pour la majorité, vont commencer à regarder où ça se trouve, ce pays. J'ai regardé, quand j'ai appris que tu étais né là-bas, j'ai regardé où ça c'était, parce que moi, le premier, je ne savais pas. Je savais que c'était quelque part en Asie centrale, mais je ne savais pas exactement où. Voilà, donc en tout cas, les auditeurs vont pouvoir le regarder en parallèle que je finalise ma présentation. Et je viens de là-bas, j'ai fini le cursus universitaire du niveau Bac plus 4 dans le domaine des sciences politiques et notamment dans la spécification de coopération économique internationale. Suite à cela, effectivement, j'ai pu avoir la bourse du gouvernement français financée par la Fondation Soros pour finaliser mes études de master à Nantes, toujours dans le même domaine de sciences politiques et coopération internationale, en ingénierie des projets internationaux et européens. Effectivement, comme vous l'avez compris, j'aspirais beaucoup à la carrière dans le domaine politique, ou plutôt effectivement dans le domaine de la diplomatie. Mais suite à mes études, je me suis rendu compte qu'il me manquait des éléments, des cordes sur mon arche. C'est notamment, effectivement, je connaissais pas grand-chose sur le monde de l'entreprise, qui m'attirait beaucoup, et j'ai décidé de faire notre cursus dans l'école du management de Lyon SMA dans le domaine de gestion de projet en communication. Et comme c'était une école en alternance, j'ai pu avoir la chance et la possibilité d'intégrer le groupe SEB en alternance dans des équipes informatiques, ce qui pourrait paraître un peu étrange compte tenu de mon profil et mon cursus. Mais il cherchait effectivement quelqu'un qui pourrait s'occuper de la communication des populations métiers pour un peu vulgariser le parcours, enfin le vocabulaire des notions des IT, et puis sur le domaine de la formation notamment sur les outils informatiques qui sont déployés et utilisés au sein du groupe SEB. Par la suite, j'ai continué, effectivement, j'ai pu décrocher le poste sur lequel je suis resté pendant 3 ans en tant qu'expert fonctionnel e-learning. Je concevais des modules e-learning pour les salariés du groupe SEB, très souvent effectivement dans le monde entier. Au bout de 3 ans, effectivement, il y avait une opportunité qui s'est présentée de bouger vers les équipes RH et de prendre le poste de responsable digital learning au niveau du groupe pour continuer effectivement la partie digitalisation des actions de formation dans la société. Voilà, et puis, juste pour effectivement, je pense qu'on va en parler beaucoup plus en détail ultérieurement, mais ça fait 1 an effectivement que j'ai évolué vers le poste de responsable Learning and Development pour le groupe, et je m'occupe effectivement de la formation dans toutes ses modalités, dans toutes ses facettes. Notamment, j'accompagne les fonctions dites support. C'est les 5 fonctions
les 6 fonctions qu'on a au sein de notre entreprise pour l'instant, effectivement, qu'on identifie dans ces parcours, c'est la finance, le juridique, la communication, la stratégie, l'informatique et les ressources humaines, bien évidemment. D'accord. Alors effectivement, dans ton métier, j'imagine que il y a la vocation de faire monter en compétences et de développer, comme tu le disais, le potentiel des collaborateurs. Ceci dans le monde entier, on y reviendra parce que j'ai une question sur ce sujet. En quoi ton métier consiste-t-il de manière très pratique et comment tu arrives à faire monter en compétences et à développer sur les 5 axes que tu évoquais le niveau de l'ensemble des collaborateurs? C'est un vrai challenge. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, mon métier pourrait se résumer, pour beaucoup de nos auditeurs qui sont professionnels dans le domaine de formation, j'imagine, ils connaissent parfaitement Oui. bien la méthode ADI. Je pense qu'effectivement, Oui. ça résume bien des choses que je suis amené à faire dans ce rôle, c'est-à-dire analyser, développer, déployer, assurer le pilotage, évaluer des actions de formation pour les fonctions support. Donc effectivement, ça c'est une partie la plus importante de mes missions. Et puis j'ai 2 autres responsabilités. Il y a une notion qui est spécifique, c'est les langues et la communication interculturelle à l'échelle du groupe multinational. C'est un enjeu primordial. Effectivement, je m'occupe aussi de cette partie-là pour proposer une offre de formation à l'ensemble des collaborateurs sur les langues et la communication interculturelle. Et puis, compte tenu effectivement de mes expériences précédentes, dans mon pôle, on garde aussi la maîtrise et l'accompagnement sur tous les sujets digitaux de nos collègues de formation au sein de l'organisation. Alors, il y a quelque chose que tu n'as pas dit, je crois, dans ta présentation, c'est tu parlais de contexte multiculturel. Il y a quelque chose qui doit beaucoup t'aider, le fait que je crois que tu parles. Alors tu vas me dire, je sais que tu parles le français, on l'entend tous, bien sûr, mais je crois que tu parles le russe, et bien évidemment, plus l'anglais et je crois 2 ou 3 autres langues. Pas autant que ça, Pas mais oui, autant. une autre langue supplémentaire, oui. En fait, tu as tout à fait raison. Le russe est ma langue maternelle, malgré le fait que Ouais, le Kirghizistan, c'est un pays indépendant et il y a une langue nationale. C'est un des pays de post-Union soviétique et que dans les premières années après la chute de l'Union soviétique dans les années 90, effectivement, beaucoup de pays continuaient à pratiquer et pratiquent jusqu'aujourd'hui le russe comme la première langue, la langue maternelle. Et puis, effectivement, à l'école, j'apprenais le français et l'anglais. J'ai continué dans le monde universitaire aussi à peaufiner effectivement mes connaissances dans ces 2 langues. Et j'ai découvert assez tardivement, certes, mais une langue très très passionnante que je pratique aussi à toute occasion quand elle se présente, c'est l'espagnol, qui m'aide beaucoup effectivement, comme tu l'as mentionné dans le contexte international. Le fait de maîtriser, comprendre les langues étrangères, ça t'ouvre l'esprit à bien plus de choses que je ne croyais au début, même par rapport à ta propre culture. Parce que quand tu apprends les langues étrangères, tu commences à comprendre le sens véridique des mots et c'est très enrichissant. c'est vrai. Merci pour ces précisions, Artem. On va aller au cœur de l'épisode et parler de la nouvelle ère digitale. Alors j'ai une première question. Est-ce que tu penses qu'il y a une nouvelle ère digitale? Est-ce que pour toi, il a fallu repenser la formation suite notamment aux difficultés qu'on connaît tous à maintenir le présentiel dans le contexte que l'on connaît tous? Je dirais pas une nouvelle ère digitale, je dirais plutôt parce qu'effectivement les solutions digitales, les technologies et les méthodes, elles existent depuis un bout de temps. Je dirais plutôt c'est pas une ère digitale, c'est pas une nouvelle ère digitale, c'est plutôt une sorte de prise de conscience ou le début des expérimentations à plus grande échelle qu'on ne pourrait D'accord. pas constater jusqu'à présent. Et cette prise de conscience et expérimentation sont forcément dues à des circonstances qu'on vit actuellement depuis déjà plus d'un an, les Oui. circonstances de la pandémie Covid, qui effectivement poussent beaucoup d'entreprises, mais aussi des organismes de formation à revoir leur business, leur méthodologie et les actions de formation qu'ils proposent et qu'ils offrent aux entreprises pour s'adapter à ce contexte. Et là-dessus, effectivement, il y a une parenthèse très importante à faire, c'est que comme c'est forcé par les circonstances, on voit très très bien que ça puisse avoir des effets ou des résultats un peu mitigés.
peu probants ou peu efficaces même, ce qui est dû au phénomène que je pense tout le monde pourrait déduire très facilement. Par exemple, effectivement, comme le phénomène de gestion en urgence, parce qu'effectivement, comme il fallait repenser aussi vite les modalités de formation pour pouvoir assurer la continuité des actions de formation pour les entreprises qui n'étaient pas prêtes effectivement pour faire ce virement et les organismes de formation aussi, ça pourrait effectivement avoir des résultats relativement peu efficaces. Il y a aussi ce qu'on pourrait voir aussi, même si le virement il a démarré dans beaucoup de domaines, il y a pour l'instant effectivement pas assez de maturité dans la méthodologie, parce qu'effectivement quand on conçoit des formations en présentiel, c'est pas du tout la même chose que de concevoir des formations en distanciel ou encore moins que de concevoir des modules digitaux. D'où effectivement cette nécessité méthodologique qui nécessite d'être comblée, et je pense que ces expérimentations vont permettre à minima de se rendre compte et de les améliorer et le peaufiner. Et si il y aura une ère digitale, une nouvelle ère de formation qui arrivera, ça arrivera pas comme une révolution, mais plutôt comme une évolution logique des éléments et des pratiques. Oui, oui, je suis très, très d'accord effectivement avec ce que tu dis. Je considère aussi qu'il y a pas de, on n'est pas dans une révolution digitale, mais dans une continuité. Néanmoins, Artem, je trouve que le monde de la formation, il a beaucoup changé. Et il y avait tous les prémices avant la pandémie, mais ça a bouleversé quand même pas mal les organisations parce que on entend de plus en plus parler. Moi, je l'entendais tous les jours, mais et je suis même surpris que quelquefois, dans certaines entreprises, on redécouvre ou on découvre tout simplement des choses qu'on connaissait déjà, les classes virtuelles, le blended learning, tout ce qui est les aspects multimodaux de la formation, le e-tutorat, la réalité virtuelle, on en reparlera, l'adaptative learning. Tout ça, tu le vois aussi, c'est quelque chose que tu pratiques au jour le jour. Oui, Tu l'as redécouvert, ça se fait comment? totalement. Effectivement, on le voit et on voit encore une fois que justement cette situation-là, c'est une sorte de catalyseur qui a permis d'accélérer les actions. Et effectivement, au bout d'un an, je pense qu'il y a un niveau de maturation qui arrive. Et au sein de notre organisation, par exemple, c'est pas nouveau. On pratiquait de la formation digitale depuis un petit moment. Après, derrière, effectivement, il y a une notion de renforcement des dispositifs à distanciel et notamment le dialogue qui est plutôt différent maintenant avec les organismes de formation qui sont challengés pas uniquement sur leur capacité à assurer des formations en présentiel d'une grande efficacité, mais aussi de garder le niveau de pédagogie optimale quand il s'agit de distanciel, parce que c'est pas le même levier qu'il faut mobiliser pour arriver que l'apprenant puisse retenir les informations nécessaires. Et toi, qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce qui fonctionne le plus pour toi? Moi, je suis très sensible en fait, et alors de plus en plus, à la notion de parcours de formation, puisque généralement les parcours de formation dans beaucoup d'entreprises, ça se limite à une plateforme de e-learning. On y met le cours aux normes SCORM la plupart du temps. On fait un quiz pour vérifier tout ça. Alors le contenu est souvent très interactif avec pas mal d'activités pédagogiques. On fait un quiz et tout le monde est content. Les plus audacieux font des quiz en amont pour vérifier le niveau de progression. Mais souvent, malheureusement, on en est que là. Et tu disais que effectivement, tu avais changé ces modalités de formation. Qu'est-ce que tu mets ou qu'est-ce que l'on pourrait mettre dans ces parcours de formation pour améliorer simplement l'attention et se rapprocher du présentiel et de l'interactivité finalement qu'on peut mettre en place dans des sessions présentielles et qu'on fait tous naturellement, mais qu'on a du mal à faire dans des classes virtuelles? Je suis à 200% d'accord avec toi sur la notion de parcours. Effectivement, je ne suis pas du tout dans cette notion de guerre des modalités, ce qu'on a vécu auparavant très souvent, parce qu'effectivement, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans des solutions uniquement digitales, d'autres uniquement dans le présentiel. Et pendant très très longtemps, on a vécu effectivement cette guerre de modalités qui disait soit l'un, soit l'autre, mais enfin, qui combinait rarement les deux. Actuellement, tu as raison, la meilleure solution, la meilleure façon de faire, c'est de concevoir des parcours de formation parce que en termes des objectifs pédagogiques, ça a été prouvé à plusieurs reprises, on peut arriver au bon résultat comme avec les solutions présentielles, telles avec des solutions distancielles ou digitales,
La seule différence, c'est que c'est le cheminement le plus optimal à sélectionner pour mobiliser le mémoire ou l'attention des apprenants qui se joue. Et parfois, effectivement, il y a des éléments qui sont utilisés mieux effectivement dans le domaine de formation présentielle distancielle que le digital. Et pour revenir effectivement sur l'idée de parcours, je pense qu'il serait intéressant de le concevoir dans la modalité de l'échelle qu'on connaît tous, 10, 20, 70. Effectivement, quand on sait que 10% des éléments qu'on retient, ça provient des formations formelles, 20% d'échanges entre les pairs et 70%, c'est ce qu'on peut appeler effectivement l'apprentissage sur le tas, ou pour utiliser le terme plus exact ou plus officiel, AFEST, action de formation en situation de travail. Et c'est là, je pense, où il y a tout à optimiser, à gagner de plus en plus, c'est-à-dire comment on arrive avec des actions de formation qui pourraient débuter, par exemple, par une capsule, un e-learning pour mettre tout le monde au même niveau de vocabulaire, au même niveau de connaissance sur le sujet, qui pourrait effectivement aller très vite, et inciter aussi l'intérêt de l'apprenant et jouer le rôle de teaser, enchaîner avec une action en présentiel pour faire connaissance de différents collègues ou différentes parties prenantes qui font partie du sujet qu'on apprend ensemble, d'avoir par la suite des éléments en distanciel qui pourraient intégrer les différents études de cas ou le travail dans les sous-groupes pour pouvoir mobiliser aussi, rendre l'apprenant actif. Le plus important, et ça reste vrai que comme pour la formation présentielle, distancielle, digitale, c'est de mobiliser et rendre l'apprenant actif. Et pour cela, effectivement, il y a différentes méthodes qui pourraient être appliquées. Il faut juste éviter la formation uniquement top-down, qui nous effectivement met dans le cas où on ne peut retenir que 10% dans les meilleurs de cas de l'information. Et puis tout cadencer avec des capsules digitales tout au long du parcours pour consolider la connaissance, pour aller plus loin si l'apprenant le souhaite. Et éventuellement même, on pourrait imaginer dans certains dispositifs qu'on puisse appliquer au bout de 6 mois différents types d'évaluations, d'évaluation de connaissances, d'évaluation de compétences à froid, par le collaborateur ou avec son manager hiérarchique. Donc les modalités, il y en a plusieurs. Il faut les concevoir comme un parcours parce que les formations, c'est quelque chose qui s'apprend avec du temps et il faut Oui. donner du temps au temps, comme on dit, pour pouvoir maîtriser un sujet. Exactement. Alors c'est vrai que je suis là, pour le coup, c'est moi qui suis à 200% d'accord avec toi sur les modalités top-down qui marchent pas. C'est la nécessité effectivement de pouvoir faire, alors quand les entreprises peuvent le faire, d'apprendre sur le tas, comme tu dis, et quand elles ne peuvent pas le faire, c'est de s'appuyer, en tous les cas pour le digital learning, sur des mises en situation. D'où on en fait beaucoup, de plus en plus en fait, des mises en situation. On trouve que ça fonctionne bien, et je pense qu'à l'avenir il y aura, mais là je voudrais vraiment ton avis, puisque des mises en situation, on peut en faire de manière assez classique. On peut en faire au travers de serious games, on peut aller jusqu'à la réalité virtuelle. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà mis en place ou que tu comptes mettre en place, et tout simplement, est-ce que tu penses que c'est utile d'aller quelquefois aussi loin? On peut parler de la 3D aussi. Oui, totalement. Effectivement, les technologies, on a un choix assez pléthorique des méthodologies et des pédagogies, ou maintenant aussi des technologies qu'on peut utiliser dans la formation. Tu parlais tout à l'heure du serious gaming. Effectivement, c'est un des dispositifs qu'on a pu expérimenter par le passé et qui pourrait avoir effectivement des effets très bénéfiques en termes de retention de l'attention de l'apprenant pour pouvoir effectivement générer du plaisir lors de l'apprentissage, qui pourrait avoir des effets très très positifs aussi sur les éléments qu'il pourrait retenir, mais qui derrière, effectivement, il faut juste le dire et se rappeler que parfois c'est des solutions de serious gaming, c'est des solutions qui sont très onéreuses Très cher, ouais. et il faut effectivement en prendre compte. Et puis d'autres, et peut-être effectivement pour équilibrer le tableau avantages et inconvénients pour la solution Serious Gaming. Très souvent, effectivement, les moteurs de Serious Gaming sont centralisés sur le plaisir ou le jeu. Et l'apprentissage, parfois, il peut passer effectivement dans un deuxième temps un peu à la trappe, ce qui pourrait effectivement jouer en défaveur. Par contre, ce qu'on pratique de plus en plus et ce que je vois aussi pratiqué dans bien d'autres sociétés, c'est l'intégration des éléments de ludification dans des modules distanciels, présentiels ou digital, pour pouvoir effectivement créer ces moments
de ludification, ces moments de plaisir, de mobilisation, engagement côté apprenant, pour que la formation ne soit pas vécue comme une corvée, mais plutôt comme un moment plaisant. Et on sait très bien, en s'amusant, on apprend beaucoup mieux que en ayant l'information qui est proposée de façon descendante. Et puis aussi d'autres solutions que tu as mentionnées tout à l'heure, tout ce qui est lié à la réalité virtuelle, réalité augmentée, mise en situation. Effectivement, mise en situation, ce sont des éléments qui marchent très bien. Je pense que c'est là le moment où l'apprenant peut être le plus actif, le plus immergé possible dans l'environnement qui se rapproche le plus à les situations réelles, où il aura aussi le droit à l'erreur. Et je pense qu'il serait important de faire une petite parenthèse sur le droit à l'erreur, notamment dans la culture française. Ce qui Oui, m'a oui, oui, choqué, effectivement, quand je suis arrivé en France, j'ai vu effectivement que le droit à l'erreur, très souvent, c'est quelque chose d'interdit. C'est c'est ça. un tabou pour beaucoup d'étudiants. Et effectivement, le fait de poser des questions, c'était parfois même mal vu. Et je l'ai vécu effectivement dans mes années universitaires. J'étais même des fois remercié par mes camarades de classe d'avoir posé autant de questions, parce que ça leur aidait aussi, sans passer par quelqu'un qui ne connaît pas. Moi, ça me dérangeait pas. Il fallait que je pose des questions, que je fasse des erreurs. C'est l'apprentissage le plus efficace passe par la pratique, par des erreurs. Effectivement, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et les dispositifs de formation avec les mises en situation créent l'environnement propice à l'erreur ou à l'expérimentation pour effectivement, dans la vie réelle, ne pas être amené à le reproduire, certes, mais aussi peut-être pour le vivre un peu mieux aussi. C'est très vrai ce que tu dis. On n'a pas malheureusement cette culture-là en France, y compris d'ailleurs au niveau des entrepreneurs. C'est-à-dire que si tu ne réussis pas dans une entreprise, tu es catalogué au niveau des banquiers, des investisseurs, tu es presque blacklisté. Moi, j'ai des amis qui avaient des super projets, qui ont créé des startups et qui se sont retrouvés dans cette situation, alors que dans d'autres pays, notamment pas mal les pays anglo-saxons, je connais moins les pays de l'Est, mais si tu n'as pas fait d'erreur et presque si tu n'as pas planté, on va dire, une entreprise, bah, t'es pas considéré comme quelqu'un de très sérieux. Et je trouve que tes remarques ça s'applique vraiment fondamentalement à la formation. Sur ces nouvelles technologies, lesquelles te paraissent vraiment innovantes et vraiment prometteuses? On a parlé de réalité virtuelle. Alors chaque fois, en fait, je vais te poser cette question parce que pour moi, il y a vraiment, comme tu l'as très bien fait pour les serious games, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a la réalité virtuelle, mais aujourd'hui, on a quand même la problématique des casques. Les serious games, tu en as parlé, c'est relativement cher pour l'instant pour les produire. La 3D qui peut être quelquefois super utile, mais le problème c'est que souvent il faut des très bonnes connexions et j'imagine que quand on est dans un environnement multiculturel, ça pourrait poser des difficultés. Peut-être que ça va s'améliorer quand la 5G sera déployée partout. On n'en est pas tout à fait là actuellement. Est-ce que les neurosciences, la pédagogie ou plutôt l'andragogie en ce qui nous concerne, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir innover. C'est quoi pour toi qui va exploser dans les mois ou les années qui viennent et qui va être super utile dans la formation? Une question hyper large. Je veux te Oui, répondre à deux trop étapes, si large. tu me permets. Oui, oui, elle est Et, trop large. et même, je ne suis pas sûr d'être exhaustif, parce Non, qu'il est impossible d'être exhaustif sur le sujet qui évolue on fera un autre toujours. podcast. C'est ça, ça sera avec plaisir comme d'habitude. Pour répondre à la première question liée à des technologies elles-mêmes, oui, il y a pour l'instant effectivement les problématiques des connexions réseau, des différences des technologies possibles à utiliser entre les différentes zones géographiques. Il existe, et puis effectivement que les solutions ne sont pas encore entre guillemets démocratisées, parce qu'effectivement qu'on parle de réalité virtuelle, réalité augmentée, 3D ou serious gaming, ce sont très souvent des solutions qui demandent la bande passante d'un côté, de l'autre côté qui demandent des investissements et du temps pour pouvoir les concevoir de façon optimale. Et là, pour le coup, je pense que ça arrive déjà. Nous, on a fait l'expérimentation avec Serious Gaming, on a fait l'expérimentation avec les éléments d'immersion avec les réalités virtuelles. Ça commence à se démocratiser, et par cette démocratisation,
On voit effectivement les acteurs qui commencent à apparaître sur le marché. On voit aussi que le 5G arrive petit à petit dans beaucoup de pays. Je pense effectivement ça va se généraliser de plus en plus dans les années à venir, certainement. Après, derrière, la vraie question, et j'amène effectivement à la deuxième partie de ma réponse, est-ce que la technologie elle-même, c'est une innovation dans la pédagogie ou dans le domaine de la formation? Vraie question. Voilà, moi je préfère effectivement le concevoir l'innovation et parler beaucoup moins de technologie parce que technologie en quelque sorte c'est le moyen pour arriver à mettre en place telle ou telle formation ou répondre à tel ou tel objectif pédagogique qui sont d'ailleurs effectivement très connus. Il y a beaucoup de marketing autour de ces solutions et ces technologies, mais pour moi effectivement dans ma vision de choses, ce qui est très intéressant d'essayer de voir, c'est plutôt les tendances qui sont innovantes dans le domaine de la formation, qui vont combiner plusieurs technologies, certes, et comme tu l'as dit, d'ailleurs tu l'as mentionné à juste titre, la formation, elle se retrouve déjà, et ça sera renforcé de plus en plus demain, et se retrouve au croisement de plusieurs disciplines. Donc, maintenant, on ne parle pas que de la pédagogie ou pas que de la gestion de projet des modules de formation, mais on parle aussi beaucoup plus de la psychologie comportementale, des sciences cognitives, qui effectivement font partie de la formation actuellement, parce que si on ne prend pas le maximum de ces choses-là, on n'arrivera pas à faire une expérience apprenante optimale. Et donc du coup, ce qui m'amène effectivement à l'idée de création, la vraie innovation passera par une vraie création d'écosystèmes de formation qui pourrait combiner de façon efficace plusieurs disciplines qu'on vient de citer et plusieurs technologies, que ce soit réalité virtuelle, serious gaming ou 3D ou autre, de les appliquer au moment les plus opportuns, le plus optimal pour remplir l'objectif connu. Et c'est là, pour le coup, je pense que pour pouvoir arriver à cela, un des moyens, je pense que voire même peut-être le seul moyen d'y parvenir que je vois jusqu'à présent, c'est de commencer à utiliser les solutions d'intelligence artificielle dans la formation, qui pourrait effectivement manier une grande quantité de données du sens ou identifier les grandes tendances et créer une vraie expérience apprenant tout au long de la vie ou tout au long de la vie dans l'entreprise pour le collaborateur, parce que nous sommes tous différents, on a la capacité de mémorisation qui est différente, on a des intérêts différents, on a des choses qui nous engagent plus, moins en fonction de notre vécu, de nos profils et de nos personnalités. Donc la vraie révolution, je pense, elle se jouera. Ceux qui font d'ailleurs actuellement très très bien les domaines du marketing, parce qu'effectivement, elles nous incitent constamment à consommer les produits ou les services qu'ils proposent. C'est justement peut-être d'arriver à utiliser l'intelligence artificielle dans l'information, en quelque sorte pour le bien-être du salarié lui-même, pour qu'il puisse s'adapter au monde qui évolue à vitesse grande V. Juste pour citer deux chiffres peut-être, effectivement, il y a une étude de CDE qui est sortie il y a plusieurs années déjà, qui disait effectivement 85% des compétences qui seront pratiquées en 2030 ne sont pas connues aujourd'hui. Donc ça veut dire effectivement Oui, c'est on vrai. vit dans une mutation constante, notamment s'agissant des compétences techniques, parce qu'effectivement, il y a une solution qui pourrait vivre uniquement 6 mois, c'est-à-dire au bout de 6 mois, il y a certaines compétences qui deviennent complètement obsolètes. Et c'est là l'idée effectivement derrière qui pourrait être très importante et très intéressante, c'est de se dire il faut créer vraiment un écosystème dans lequel l'apprenant puisse se retrouver, puisse apprendre, puisse développer en permanence. Parce que là, on ne parle plus de formation. J'ai fini mon cursus scolaire universitaire, j'ai mon diplôme, ça y est, je suis prêt pour la vie adulte et je pourrais exercer mon emploi tout le long de la vie sans être obligé à me former. Non, on vit plus effectivement dans la situation. Au Alors, contraire, on est obligé effectivement de se former en permanence parce que le monde, il change en permanence aussi. oui, je suis également d'accord avec tes propos. Et ça m'amène à quelque chose, effectivement, sur l'intelligence artificielle, j'en ai pas parlé parce que pour l'instant, elle est très très peu présente. On utilise juste quelques algorithmes, notamment quand on fait de l'adaptative learning. Et je trouve qu'effectivement, on va pas assez loin, notamment on apprend, tu dis on est tous différents. Et je trouve que la plupart du temps, sauf quand on prend la peine de faire un peu d'adaptative learning, on traite les seniors, les quadras, les quinquagénaires, les trentenaires ou les millennials de la même manière et le e-learning pour l'instant n'a pas ou
ou a peu de capacité pour s'adapter ça. Sauf à faire, encore une fois, de l'adaptative learning avec des micro-capsules qui nous permettent avec, encore une fois, pas de l'intelligence artificielle, mais des algorithmes, d'adresser un peu mieux, et je dis vraiment un tout petit peu mieux, les différentes populations. Tu as totalement raison. Effectivement, on a des solutions très fractionnées qui sont sur, par exemple, la proposition de contenu est pertinent pour toi ou autre chose. Effectivement, ça reste actuellement très fractionné. Il y a C'est ça. des tentatives d'adaptive learning et je pense que tu l'as mentionné très très bien parce que c'est une des solutions que je vois qui doit apparaître puisqu'on parle du futur de la formation digitale, mais en règle générale aussi. C'est une des solutions qui doit effectivement, je pense, émerger très rapidement parce que derrière, il y a toute une notion effectivement de remplir un peu le credo. En tout cas, effectivement, c'est le credo qu'on essaie de se mettre au sein de notre organisation, c'est-à-dire de proposer le bon contenu au bon format au bon moment. Et là, pour le coup, si on n'a pas une personne derrière chaque salarié qui pourrait le connaître très bien pour pouvoir le faire, le seul moyen, la seule solution, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Oui, je suis d'accord. Alors, on va arriver, Artem, au bout de ce podcast. J'ai encore vraiment des dizaines de questions à te poser, mais on va essayer de rester au format 30-40 minutes, qui est cher à nos auditeurs. Je sais que tu lis beaucoup, puisque alors je conseille de suivre Artem sur LinkedIn, et je mettrai, si tu le permets, le lien vers ton dernier post, qui est 5 ouvrages à lire absolument. Il y en avait que, comme d'habitude, tu m'as fait découvrir. Il y en a que j'avais lu, comme la cinquième discipline de Peter Senge. Homo Deus, bien sûr, une brève histoire du futur, que j'avais lu également. Le Nudge, comment inspirer la bonne action. La civilisation du poisson rouge, que j'avais lu. Un que j'ai pas du tout lu, qui est les compétences du 21e siècle. Sur ces 5 livres, alors tu as fait l'effort parce que en fait, tu en présentes vraiment beaucoup sur tes posts qui sont très bien faits. Et sur ces 5 livres, si tu devais en choisir 2 ou les 2 livres qu'il faut vraiment avoir absolument lu pour toi et qui nous aideraient dans cette démarche à mieux comprendre la formation et l'environnement dans lequel on évolue. Elle est dure Euh, cette question parce que tu as déjà fait l'effort, je sais, parmi tous les livres que tu as lus, d'en sélectionner 15 et merci pour ça. Mais je te demande de resserrer encore. Est-ce que tu peux le faire déjà? je vais essayer de le faire. En tout cas, l'ordre dans lequel j'ai proposé la lecture, elle avait du sens pour moi aussi. Effectivement, c'est pas par D'accord. hasard que j'ai commencé C'est pas par hasard. par la cinquième discipline de Peter Senge, parce qu'effectivement, c'est un des ouvrages qui m'a marqué le plus, et je pense que c'est un des ouvrages qui pourrait être le plus adapté aux professionnels de la formation, ou plus généralement aux professionnels RH, ou plus globalement à toute personne qui s'intéresse un peu à l'innovation collective dans des organisations et aussi à la notion de ce qui est organisation apprenante. Je pense effectivement cet ouvrage-là, absolument, c'est quelque chose que je conseille vivement à lire. Et peut-être pour le deuxième ouvrage, pour ne pas effectivement, parce que les auditeurs ils vont pouvoir découvrir ça avec le post s'ils le souhaitent, j'aimerais proposer un autre ouvrage qui n'est pas encore dans cette Ah, sélection, mais peut-être que je avec mettrai dans une plaisir. sélection que je vais publier la prochaine fois. C'est un ouvrage qui parle des biais cognitifs pour effectivement laisser aux gens de prendre les meilleures décisions. Et c'est un ouvrage effectivement d'un auteur français, d'Olivier Sibony, qui s'appelle, le nom est très marketing d'ailleurs, Vous allez commettre une terrible erreur, Ah oui, euh, je l'ai lu. Je l'ai lu. qui est très 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 bien passionnant, fait. très intéressant, qui Très très bien permet fait. aussi Ouais. de prendre du recul par rapport à nos idées, à nos pensées, à nos croyances, et de concevoir ce monde effectivement pas uniquement sous le prisme subjectif de notre vécu, mais aussi d'essayer de se questionner par rapport à des billets qu'on pourrait avoir. Et on en a des biais quand on lit son livre. J'ai même surpris qu'on en ait autant et que comment finalement d'autres cerveaux arrivent finalement à reconstruire de la cohérence avec tous ces biais. Il y a des moments, quitte à quelquefois même à reconstruire des souvenirs, je trouve ça vraiment passionnant. Et c'est un très bel ouvrage effectivement.
Artem, on arrive au bout de ce podcast. Je voulais vraiment te remercier parce que je pense que ton témoignage est précieux. Il aidera vraiment nos auditeurs. Tu as une très grande expérience effectivement de toute la formation digitale et je te remercie très sincèrement d'avoir participer à ce podcast. Et je voulais remercier également nos auditeurs qui nous ont suivis jusqu'au bout, tous les deux. J'espère qu'ils auront pris autant de plaisir que moi, et toi, j'espère aussi, à faire ce podcast. En tous les cas, vraiment, encore une fois, je te renouvelle tous mes remerciements, Artem. Merci à toi, Gérard, pour cette initiative, pour cette proposition, et peut-être suite au prochain épisode. On a plein d'autres sujets à couvrir. Oui, exactement, je pense qu'on a à peine effleuré les neurosciences, la neuropédagogie, la neuroandragogie, l'intelligence artificielle, et il y a un très bel épisode à faire autour de cette thématique. Donc j'en serais ravi. Un très grand merci, Artem. Au revoir. Merci à toi, Gérard. Au revoir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.